Bonjour à toutes et à tous. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Fortitude et je vous remercie du fond du cœur pour votre fidélité. Alors j'ai organisé une série d'entretiens qui, j'en suis sûr, vont vous donner des frissons, de l'énergie et de l'inspiration. Et pour commencer de la plus belle des manières, je reçois Sébastien Joachim pour le 10e épisode. Sébastien est auteur. Il est aussi blogueur, chanteur et boxeur. Alors qu'il a 5 ans et au cours d'un examen de routine, on lui diagnostique une maladie extrêmement rare qui affecte ses cellules rétiniennes et qui le rendra de manière inexorable aveugle. Alors depuis son plus jeune âge, Sébastien se bat contre la maladie, contre les souffrances, contre la peur, contre ce qu'il appelle son passager sombre, cette ombre inquiétante qui peu à peu consume son champ de vision. Mais surtout, Sébastien se bat pour vivre sa vie en dépit du handicap, en dépit des souffrances et en dépit d'une cécité programmée à laquelle il sait qu'il ne peut réchapper. Cicéron a dit « Le malheur que l'on croit insurmontable n'est jamais de taille à ruiner toute possibilité de bonheur. » Eh bien, Sébastien en est la meilleure preuve. Profitez de cet épisode. Absorbez l'énergie de Sébastien. Imprégnez-vous de sa philosophie de vie et je peux vous assurer que vous allez repartir boosté comme jamais. Bonjour Sébastien. Bonjour Nicolas, ça va? Très bien. Je suis absolument ravi de te recevoir pour cette rentrée de Fortitude, puisque c'est le 10e épisode et qu'on a eu une interruption de 2 mois, interruption estivale. Donc j'ai l'honneur de te recevoir pour relancer Fortitude pour une nouvelle saison, je l'espère. Tu es auteur. Oui, tout à fait. Blogueur, tu écris de nombreux articles. Oui. On te voit dans la presse, etc. Et c'est vrai que juste pour info, nous on s'est rencontrés parce que souvent je suis très critique à l'égard des réseaux sociaux. Je l'ai été dans mon livre, notamment par rapport à l'impact qu'ils peuvent avoir sur le temps que nous consacrons aux choses. J'ai été critique aussi par rapport à l'impact que ça peut avoir sur les priorités qu'on donne à sa vie. Mais je dois être parfaitement objectif. Il y a bien évidemment énormément d'avantages aux réseaux sociaux. Ouais. Et c'est vrai que nous, on s'est rencontrés grâce à Instagram. Tout à fait. Voilà. Et juste, je voudrais préciser que les réseaux sociaux, à moi, personne handicapée, m'ont permis de reprendre contact avec le monde, avec les gens, et de faire quelque chose de ma vie parce que le handicap nous isole et que les réseaux sociaux permettent de passer outre ces limites physiques pour pouvoir communiquer. Donc pour moi, ça a été extrêmement important. C'est vrai, et c'est un éclairage qui est effectivement très très utile, très important parce qu'on n'y pense pas. Et pour ceux qui te connaissent pas, tu es atteint d'une maladie extrêmement rare qui est la choroïdérémie, si je la prononce correctement. C'est ça, ouais. Voilà, qui a été diagnostiquée quand tu avais à peu près 5 ans. De ça, bien évidemment, dont tu parles dans ton livre, qui s'appelle Une cécité à pas de loup, évolution du handicap et péripéties. Je parle tout de suite du livre parce que je l'ai lu avec beaucoup d'attention, j'ai pris beaucoup de notes, et c'est vrai que une fois n'est pas coutume par rapport à notre échange. Notre entretien aujourd'hui, il me sert un petit peu de fil conducteur. En tout cas, je vais y faire beaucoup référence parce que bien évidemment, il est très riche, il est autobiographique. Tu racontes ta vie, tes épreuves, etc. Et donc, ça m'a donné beaucoup de matière pour alimenter notre conversation. Donc, pour en revenir donc à cette maladie qui a été diagnostiquée quand tu avais 5 ans, j'ai noté d'ailleurs cette phrase quand tu racontes cet épisode au début du livre. C'est une visite de routine chez le médecin, chez l'ophtalmo, et là on dit à tes parents votre fils Sébastien est atteint de rétinite pigmentaire, il sera aveugle vers 18 ans et il n'y a rien à faire. Exactement. Alors le premier diagnostic, effectivement, ça a été un diagnostic erroné. Ils ont posé la rétinite pigmentaire sur ce diagnostic. C'est une maladie qui est très très similaire dans ses conséquences. Lorsqu'ils font des tests, en général, les deux sont tellement proches qu'ils peuvent tout à fait se tromper.
Ensuite, ça m'a été le bon diagnostic a été posé, je crois, vers 16-17 ans, enfin quand j'étais adolescent. Et pour préciser par rapport à ça, c'est vrai que très souvent, c'est une problématique qu'on retrouve chez beaucoup de personnes déficientes visuelles à qui on annonce un diagnostic comme ça, sur lequel on ne pourra jamais revenir et qui est définitif. C'est que il y a parfois un manque de soutien et de réorientation des professionnels. Eux, ils font leur travail, ils font les tests, ils nous annoncent un diagnostic et hop. Voilà. Alors, tous les docteurs ne font pas ça, tous les ophtalmos ne font pas ça, tous les médecins ne font pas ça. Il y a bien sûr des médecins qui prennent la peine d'orienter parce qu'on se retrouve déjà on reçoit une bonne grosse gifle en pleine figure. Donc on sait pas où aller, on se retrouve un peu comme une poule sans tête à ce moment-là. On sait pas du tout à quel sein se vouer. Et c'est vrai que le fait que certains médecins comme moi j'ai été suivi par le professeur Christian Hamel qui était extraordinaire et maintenant que je suis suivi par Madame Isabelle Meunier de l'INSERM de Montpellier, ils prennent le temps déjà de répondre à vos questions et puis de vous orienter un minimum. Et c'est extrêmement important de vous orienter quand ils vous orientent au moins vers des associations, vers des livres, vers des personnes qui vivent la même chose que vous, parce que ça apporte un soutien indispensable au moment où parce que votre monde s'effondre. Bon, moi, à 5 ans, j'en avais pas conscience, bien évidemment. Mais il y en a beaucoup qui sont diagnostiqués à l'âge adulte, ou à l'âge où ils sont conscients et qu'ils comprennent les conséquences, l'ensemble des conséquences que ça peut avoir, et c'est complètement destructeur. Donc, le soutien, la réorientation sont très importants. C'est sûr que là, la phrase que j'ai lue, que j'ai citée de l'annonce faite à tes parents, elle était assez rude, raide. Peut-être que toi, effectivement, à 5 ans, tu pouvais pas en apprécier la portée, mais pour des parents, c'est quand même d'une brutalité assez forte. Mais alors, juste pour revenir concrètement à comment ça se passait à l'époque, toi, à l'âge de 5 ans, est-ce que tu avais déjà des manifestations de ta maladie, ou c'était des premiers signes, et quels étaient-ils, et comment ça a évolué, puisque moi, j'ai noté, mais bien évidemment, je suis ignorant en la matière. C'est une maladie et des phénomènes que je découvre. J'avais noté qu'effectivement, un des premiers symptômes majeurs que tu as subis, c'est la cécité nocturne, c'est-à-dire une difficulté à voir dans la pénombre quand il y a moins de lumière, puisque c'est une difficulté d'ajustement de tes rétines à la lumière. Mais je voudrais bien que tu nous expliques un petit peu plus comment ça t'est apparu, si je puis m'exprimer ainsi, et comment ça a évolué. Donc c'est exactement ça en général. Le premier symptôme chez les personnes atteintes de rétinopathie, le terme rétinopathie, ça englobe, c'est un terme général qui regroupe un peu tous les types de rétine pigmentaire. Il faut savoir qu'il y en a à peu près 50 qui ont été répertoriés, tous en fonction d'un gène différent qui ne fonctionne pas. La première manifestation, effectivement, c'est la cécité nocturne, c'est-à-dire que l'œil n'est, en fait, on perd des cellules de l'œil, des cellules réceptrices. Il y a les cônes et il y a les bâtonnets. Les bâtonnets nous servent à voir la nuit et à capter le minimum de lumière qu'il peut y avoir pour pouvoir s'en servir pour voir. Comme les bâtonnets sont à la périphérie de l'œil et que ce sont les premières cellules qui sont atteintes, notre vision nocturne est fortement altérée. Ça a été la première manifestation pour moi. Ça a continué d'évoluer ainsi. Et la première chose qui se passe, en fait, ce sont les accidents pendant la nuit. Les obstacles qu'on voit pas, les gamelles qu'on se prend, les gens dans lesquels on rentre, les verres qu'on fait tomber, voilà, toutes les manifestations de la cécité un petit peu physique qui peuvent survenir quand on perd la vue. Voilà, on les vit nous quand la nuit commence à tomber. Je l'écris dans mon livre Entre chien et loup parce que j'aime bien tout ce qui fait référence au loup, mais oui. Quand la nuit commence à tomber et que la lumière du soleil commence à disparaître, on se retrouve tout de suite en difficulté. Alors c'est vrai que tu racontes pas mal d'épisodes, d'incidents comme ça que tu as vécu quand tu étais jeune. Je te félicite. Alors je vais te féliciter pendant tout notre échange parce que je suis absolument admiratif et stupéfait de la manière dont tu as vécu ta vie, tu as affronté ces épreuves et comment tu l'amènes aujourd'hui. On y reviendra. Mais je trouve qu'il y a de l'autodérision, il y a de l'humour. Par rapport à tout ça, et je trouve ça assez fantastique. L'humour, c'est bien évidemment extrêmement important, mais je pense qu'on est assez inégaux face à ça. On n'est pas tous capables d'avoir de l'autodérision aussi. Mais alors, ce qui m'a interpellé moi, et ce qui m'amène d'ailleurs à te poser cette question que je voulais te poser, c'est que
finalement, on a l'impression quand on te lit que tu n'as pas changé ta vie pour autant et que tu as continué à vivre, en tout cas dans ta volonté, dans ce que tu faisais, etc., presque normalement. Et du coup, ben, tu étais exposé à ces incidents, à ces accidents, etc., et un certain nombre de difficultés sur lesquelles on va revenir. Mais moi, c'est vraiment ce que j'ai retenu, c'est que, bah, ok, on t'a diagnostiqué ça, mais en fait, bah, tu fais pas plus attention qu'avant de le savoir, quoi. En fait, au départ, c'était un petit déni de ma part. Faut le reconnaître. Hein. J'avais envie de vivre comme tout le monde. J'avais pas envie d'être reconnu comme une personne différente. Et puis, mes parents ont tenu absolument à ce que je sois un enfant comme mes frères et comme mes sœurs, et de ne pas se centraliser, se focaliser sur la maladie. Malheureusement, ce que je constate très souvent, c'est que quand les parents ils en souffrent, et c'est normal, mais quand ils se focalisent sur la maladie de leur enfant se focalise sur la maladie, et au lieu de se développer et d'aller vers les choses qu'il peut acquérir, les outils qu'il peut acquérir et son développement personnel, il reste focalisé sur le handicap, et on apprend comme ça à l'enfant, malheureusement, à ne pas vivre, à ne pas se projeter dans le futur, à ne pas vivre le présent, et plutôt à faire attention à ce qui pourrait se passer dans le futur, et à faire attention, à se focaliser sur la maladie, sur le handicap. Et ça, c'est un frein énorme. Pour n'importe quel enfant, pour n'importe quel adulte, ça empêche les gens de vivre complètement. Moi, j'ai eu la chance que mes parents, j'ai eu la chance déjà d'avoir une grande fratrie, et j'ai eu la chance que mes parents se comportent avec moi le plus possible comme si j'étais un enfant normal. Et j'ai grandi comme un enfant normal, comme un adulte normal, même si au fur et à mesure, je me suis rendu compte des difficultés qui pouvaient surgir et survenir. Et puis j'ai ajusté au fur et à mesure. Ça a été bien sûr des souffrances et des deuils, mais pour avancer dans la vie, c'est très très important d'être capable de se projeter comme n'importe qui, parce que si on s'arrête aux limites qu'on a, aux limites qu'on imagine, on n'avance pas. Effectivement, c'est quelque chose d'assez remarquable chez tes parents. Alors, on peut effectivement l'interpréter de deux manières. Hein. On peut se poser la question de savoir est-ce que eux aussi n'étaient pas dans une certaine forme de déni, mais tu l'expliques bien dans ton livre, c'est pas le cas, c'est que c'est une culture, c'est des valeurs. Ouais. Ils ont compris, ils savaient, c'est pas qu'ils ont compris, c'est qu'ils savaient, c'était en eux que si tu te focalisais et que toute la famille se focalisait sur ton handicap, bah ça allait t'enterrer en fait. Exactement. Et qu'il fallait avancer. Alors, je reviens sur l'aspect humoristique parce que ça, c'est vraiment un passage qui m'a fait beaucoup rire. Quand je dis que tu vivais vraiment normalement, alors quand tu jouais avec tes frères et sœurs, mais plus tard, quand adolescent ou jeune homme, tu commences forcément à t'intéresser à la gente féminine, à sortir, et tu expliques à quel point c'est difficile de sortir parce que quand on est atteint d'une maladie qui fait qu'on ne voit pas bien quand il fait sombre, bah forcément les bars et les boîtes de nuit c'est assez complexe. Et tu racontes ce passage, je te cite: je me souviens même avoir pris le risque une fois de danser un slow un peu sensuel avec une demoiselle sans avoir aucune idée de qui elle était et de ce à quoi elle ressemblait. Ouais. Et tout fier de moi, j'allais en parler avec mes potes en me rendant au vestiaire avant de partir. Fabrice resta circonspect et Yann éclata de rire. Ha 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 ha, ouais, je t'ai vu, je me suis demandé ce que tu foutais avec Cécile, je ne donne pas son nom de famille, moi, même pas avec un sac sur la tête. C'est pas son vrai, je tiens à préciser. Ah bon, d'accord. Tu vas par précaution. Ouais, bien sûr. D'avocat, j'ai préféré. Non, c'est pas son vrai nom de famille et la réflexion de Yann à ce moment-là, elle était très très rude. Mais déjà, je voudrais préciser que j'utilise l'autodérision et l'humour parce que je parle de quelque chose qui n'est pas simple et que les gens qui vivent ce que je vis, qui lisent mon livre, j'ai pas envie qu'ils s'apitoient sur leur propre sort. J'ai pas envie non plus qu'on s'apitoie sur mon sort à moi et que les personnes sortent de cette lecture quand ils lisent ce témoignage grandi et que ça leur apporte quelque chose. J'ai pas envie que ça leur sape le moral. Donc, j'ai voulu décrire ce qui m'arrivait et le passer sur le ton humoristique pour ça, pour faire comprendre, mais sans dramatiser, sans apporter tous les pathos qui peuvent être mis parfois dans ce genre de témoignage. C'est très important. Ensuite, l'autodérision aussi. Bon, je suis pas quelqu'un qui se prend au sérieux. Je fais de mon mieux pour réussir dans les domaines que j'entreprends, où j'essaye j'essaye
réussir au mieux, mais je suis pas quelqu'un qui se prend au sérieux de nature et j'aime pas ce genre de choses de toute façon. Donc j'aime montrer ça aussi dans ce que j'écris. Après les gens l'interprètent comme ils veulent, hein, je suis pas dans leur tête. Euh, et cet épisode de vie et tous ceux dont je parle, ce sont des difficultés. Oui, effectivement, je l'ai fait parce que j'étais à un âge où tout le monde sort pour essayer de séduire quelqu'un. Et puis moi, dans la position dans laquelle j'étais, c'était pas possible du tout. Alors, l'occasion s'est présentée, une jeune femme s'est présentée à moi, et malheureusement, c'était pas forcément quelqu'un que j'appréciais particulièrement. Mais bon, voilà, ça fait partie aussi des apprentissages et des expériences de la vie. Comment concrètement ça se manifestait et comment ça a évolué, on va dire, un peu au fil des âges, entre ton enfance, l'adolescence et puis ensuite le début de ton âge adulte? Alors, première chose concrètement. Première chose que je voudrais préciser avant de répondre à cette question, parce que tu l'as évoqué, c'est important. Les gens qui n'ont aucune idée de ce qu'est le handicap visuel, souvent catégorisent et ils ont deux catégories, les gens qui voient, les gens qui ne voient pas. Nous, on se retrouve souvent en plein milieu et les gens n'arrivent pas à comprendre qu'on puisse lire, par exemple, un portable, mais se balader avec une canne blanche. Et du coup, ils pensent que, je sais pas, qu'on fait semblant ou qu'on essaie d'attirer la pitié ou que. Mais non, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a tout un tas de formes et d'évolutions dans le temps, de maladies. Il y a tout un tas de manifestations différentes en fonction des pathologies. Il y a ceux qui voient, il y a ceux qui voient pas, et il y a ceux qui voient mal. Il y a ceux qui voient mal. Et on ne parle pas là de myopie ou de presbytie. On parle de gens qui perdent la vue, qui ont perdu une partie de leur vision. Et voilà, il y a une autre catégorie. Et faudrait que ça passe un petit peu dans les connaissances et la culture de la vision, parce que les gens ne l'ont pas, ils savent pas, ils pensent que on ouvre les yeux, on voit, on ferme les yeux, on voit pas, mais c'est pas comme ça. Donc voilà, je voulais juste préciser ça parce que ça apporte énormément de difficultés aux personnes déficientes visuelles, cette façon de catégoriser la vision et de ne pas comprendre qu'il y a un intermédiaire entre le fait de voir et le fait de ne pas voir. Ensuite, par rapport à l'évolution de ma maladie, donc ça a commencé effectivement par la cécité nocturne, avec tous les accidents que ça a pu engendrer lorsque la nuit tombait ou lorsque la nuit était déjà arrivée. Et puis ensuite, la maladie, comme je le disais tout à l'heure, a évolué, la cécité de la périphérie vers le centre. C'est-à-dire que d'abord, les bâtonnets, les cellules réceptrices périphériques sont morts petit à petit, ces cellules sont mortes petit à petit, et ensuite ma vision s'est réduite à la vision centrale, c'est-à-dire aux cônes, aux cellules réceptrices qui sont dans la fovea, c'est-à-dire la partie centrale de la vision, et j'ai eu longtemps une vision centrale préservée, celle qui permet de distinguer les couleurs, les détails, qui permet de lire, de reconnaître les visages. Et avec l'évolution du temps, en fait, ces cellules-là meurent aussi petit à petit. Dans ma maladie, en fait, c'est parce que il y a une partie de l'œil qui s'appelle la choroïde et qui est censée apporter les nutriments et le sang à la rétine. Cette choroïde meurt, ce qui fait que le sang et les nutriments sont plus apportés à la rétine, et la rétine qui comprend les cellules réceptrices, c'est-à-dire les bâtonnets et les cônes, meurt à son tour, ce qui fait que les cônes et les bâtonnets, donc les bâtonnets d'abord et les cônes, meurent et la vision se réduit comme une peau de chagrin jusqu'à avoir une vision centrale. Moi, là maintenant, je suis presque aveugle, je suis aveugle de l'œil gauche, je reconnais, enfin, je peux plus me servir de mon œil, je vois de la lumière et à peine des formes. Je reconnais rien, quoi, hein, vraiment, les visages, une main, un doigt, rien du tout, je peux pas lire, rien du tout. Et l'œil droit, il me reste une petite vision centrale, résiduelle, qui, en grossissant, en utilisant une loupe, j'arrive à lire. Les visages, je les vois plus non plus, je vois des yeux en général quand je suis assez près. Et puis j'arrive à voir des photos de visages lorsque les visages sont enregistrés dans un portable et miniaturisés. Ça, j'arrive à le voir. Oui, est-ce que j'ai répondu à ta question aussi? Oui, parfaitement. Effectivement, parce que je pense que c'était important de. Moi, tu m'avais expliqué. Je trouve que ton analogie était assez parlante. C'est que effectivement, aujourd'hui, de l'œil droit, tu vois comme à travers une petite serrure. Ouais. En réalité. Et d'ailleurs, tu dis même, je crois que c'était dans un interview, je sais plus, mais tu disais, je vois à travers une petite serrure et derrière il y a un buisson et derrière j'arrive à distinguer peut-être quelque chose encore derrière. Ça, c'est ce que j'ai écrit, c'est comme un loup en cage. C'est un écrit que t'as dû lire. Voilà.
Donc non, effectivement, ces précisions sont importantes pour que ceux qui nous écoutent prennent la mesure de ce que tu as vécu, de ce que tu as traversé, ce qu'on va évoquer. Et puis effectivement, je suis content si ça peut aider aussi à faire un travail de pédagogie. Ouais. D'ailleurs, tu racontes dans ton livre cet épisode quand tu es à Rome, que tu visites un monument et qu'on te refuse l'accès handicapé parce que, en fait, tout au long de ta vie, et tu le soulignes, il y a eu plein d'épisodes où, et puis en plus, comme tu avais cette volonté de vivre normalement, les gens étaient incapables de mesurer, de réaliser, voire même de te croire. Par rapport à ton handicap et c'est vrai que du coup si on peut contribuer à informer davantage les gens c'est une très bonne chose. Bien sûr. Alors comme je l'ai expliqué tu t'es forcé de vivre normalement et notamment tu avais un certain nombre d'activités qui t'étaient chères, oui. Parmi lesquelles le chant notamment, et une qui nous est commune, qui est la boxe, qui est vraiment chez toi une passion, pratique depuis très longtemps, et en dépit de ta maladie et de ton handicap, tu n'as jamais voulu renoncer à la boxe, tu as continué à t'entraîner. On reviendra justement sur cet aspect-là parce que je trouve que c'est une magnifique illustration d'un principe, d'une philosophie, d'une façon de voir la vie à laquelle moi je crois très fortement, mais on y reviendra. Le problème avec le pendant de ça, l'inconvénient de cette démarche, il y a bien évidemment des avantages, ça te donne de l'énergie, ça te permet d'avancer, ça te permet de pas baisser les bras, ça t'occupe, ça te défoule, mais bien évidemment, le problème, c'est que ça comporte des risques et tu as été blessé à la boxe, à l'œil gauche, si je ne me trompe pas. Tu as eu un détachement de la rétine. Et là, ça a été une étape assez majeure, telle que moi je l'ai comprise, dans ta vie, puisque tu es venu, et quand je dis tu et que je m'adresse à toi directement, c'est pas un jugement de valeur, mais c'est vrai que par tes actions et par ton choix délibéré de pratiquer un sport dont tout le monde pourrait dire, mais en fait, vu son état et la fragilité de ses yeux, pourquoi faire de la boxe, il est inconscient. Par cette décision, effectivement, tu t'es exposé et du coup, les conséquences ont été assez lourdes. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors la première chose que je voudrais dire, c'est pas pour m'excuser, mais effectivement, j'ai fait un choix délibéré par rapport à tout ce que ça pouvait m'apporter. La boxe, ça a été un énorme pilier pour moi. Ça m'a apporté de la confiance en moi, du bien-être. Ça m'a apporté physiquement de la résistance, mentalement aussi une grande résistance. À travers la boxe, j'ai pu acquérir beaucoup de valeur. Et c'est la boxe qui m'a aussi beaucoup permis de me tenir debout, d'apprendre à recevoir les coups, d'apprendre à me relever et à rester debout. Ensuite, il y a eu deux discours des médecins. Il y a des médecins qui m'ont dit ça craint rien, tu peux y aller, et il y a des médecins qui m'ont dit mais ça va pas ou quoi. C'est vraiment le sport qu'il faut pas faire. À l'époque, je faisais de la boxe française et quand je faisais de la boxe française, on ne recevait pas de gros coups en fait. C'était plutôt de la touche, donc quand on tournait, c'était des coups qui étaient relativement contrôlés. Et puis au fur et à mesure, j'ai fait 20 ans de boxe française, 23 ans je crois, au fur et à mesure, j'ai oublié cet aspect-là un petit peu et je suis allé vers des sports un petit peu plus violents, comme la boxe thaïlandaise. Et malheureusement pour moi, je suis tombé en entraînement sur un gars qui faisait 20 kilos de plus que moi. Moi j'en faisais 75, 77, je sais pas, et lui il en faisait bien 80, 97. C'était pas qu'il a tapé fort, mais bon, comme il était lourd, forcément l'impact du coup a été dévastateur. Alors ma rétine était extrêmement fragile, mais je savais pas à quel point elle était fragile et à quel point elle était fine. Je l'ai appris plus tard en fait parce que mon médecin me l'a expliqué. J'ai pas compris pourquoi ça s'était décollé et déchiré et pourquoi c'était si difficile de l'opérer et pourquoi certains médecins refusaient de m'opérer. Je l'ai compris plus tard. Alors effectivement, la boxe n'est pas à conseiller pour les personnes qui sont atteintes de rétinopathie, ou alors il faut absolument recevoir aucun coup au visage. Mais c'est extrêmement difficile de maintenir ça dans un club parce qu'il y a de la fierté, parce que dans un club de sport, de boxe, le but du jeu c'est de tourner, c'est de recevoir des coups et d'en mettre. Et forcément,
Si on va dans un club et qu'on dit oui, moi je veux faire de la boxe, mais je peux recevoir de coups, bah, on n'est pas bien vu, même si on explique qu'on a une maladie. Après, il faut l'assumer. Moi, maintenant, je m'entraîne avec un professeur particulier, je fais du Muay Thai, c'est vraiment le sport le plus difficile. Alors, la boxe, c'est dur, hein. Alors, le Muay Thai, ils ont une culture, et les Thaïlandais rendent la chose vraiment, vraiment extrêmement, extrêmement difficile. Et les paliers qu'on nous fait passer, t'as l'impression que t'atteins jamais le summum de ce que tu peux atteindre en matière de difficulté. C'est toujours de plus en plus dur. Bon, j'ai 42 ans aussi, ça peut expliquer les choses, mais qu'est-ce que je voulais dire? C'est quelque chose vraiment. Il faut absolument dire aux personnes qui veulent faire de la boxe et qui ont une forme de rétinopathie, il faut pas recevoir de coups. Parce que voilà, il peut vous arriver ce qui m'est arrivé à moi, c'est-à-dire que j'avais plus beaucoup de vision, j'avais une petite vision centrale et j'ai été comment dire, on m'a enlevé la moitié du peu de vision que je pouvais avoir et ça a été vraiment très très dur parce que ça a été d'un coup et voilà, ça a été vraiment 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 difficile, les opérations, la récupération, le manque de sommeil, les questions et tout ce qui a eu toutes les conséquences qu'il y a pu y avoir à la suite de ce déchirement et des commandes rétine. Effectivement, tu racontes dans le livre que tu as subi des opérations et que après tu étais obligé de rester en position allongée, le visage dirigé vers le sol, pour s'assurer que la gravité, etc., permettent de consolider ce qui a été fait lors de l'opération. Tout à fait. Ce qui, bien évidemment, et ça pendant plusieurs semaines. Oui, presque 2 fois un mois, en fait, il me semble, à peu près. Donc là, on a évoqué en détail la maladie, ses manifestations, cette énergie, cette force héritée de tes parents que tu avais à essayer de vivre le plus normalement possible. Ouais. On a vu les conséquences que ça pouvait avoir d'un point de vue physique, et en l'occurrence la blessure grave dont tu as été victime à la boxe. Mais bien évidemment, ça a eu aussi un impact et des blessures profondes psychiques. Puisque, parce que c'est vrai que là jusqu'à maintenant, on nous écoute, on pourrait se dire, waouh, Sébastien, c'est le gars, il est bulletproof, quoi. Puis en plus avec l'énergie qu'on sent dans ta voix aujourd'hui, etc. Mais on serait pas fidèle à ton histoire et à ton témoignage sans bien évidemment parler de la dépression qui t'a à un moment qui t'a percuté, qui t'a touché, qui t'a tiré vers le bas, et dont c'est une interprétation très personnelle et peut-être que je me trompe, c'est toi qui vas me le dire. Ce que j'ai ressenti en lisant ton livre et en découvrant ton histoire, c'est que finalement l'épreuve la plus difficile et qui, elle, a failli venir à bout de toi, c'était la dépression, presque plus que la maladie en elle-même. Ouais, t'as raison, t'as tout à fait raison. La maladie en elle-même, on la vit tous les jours, on l'assimile tous les jours, et finalement on s'adapte. L'esprit s'adapte, la psyché s'adapte. On le vit de façon plus ou moins difficile, ça dépend de la personnalité, mais c'est vrai que la dépression nous met à genoux, et c'est surtout le fait d'y penser, de se rendre compte, de réaliser qu'on perd la vue, et pas vraiment le fait de perdre la vue qui nous met à genoux. C'est le mental, c'est comment on l'interprète, c'est comment on l'interprète par rapport à son futur, c'est comment on l'interprète par rapport à la personne qu'on était et qu'on devient, par rapport donc à son passé et à son présent. C'est les difficultés pour se projeter, c'est les difficultés dans les relations sociales, c'est les difficultés professionnelles. Tout ça, ça travaille énormément, et c'est ça qui finit par nous mettre à genoux. J'ai perdu un œil et j'ai été opéré. Cette opération m'a empêché de dormir correctement pendant presque 2 mois. Ça joue énormément sur le moral. En même temps, j'ai été dans une période où j'ai bougé, j'ai changé de pays, je suis revenu. Et ça déstabilise énormément. Et en fait, le point positif dans tout ça, dans la dépression, c'est que quand on apprend à mettre un coup de talon, quand on est au fond, on est au pied du mur, ou qu'on est au fond du lac, et qu'on met un coup de talon pour remonter, qu'on sait comment remonter, qu'on apprend qui on est vraiment à ce moment-là, parce qu'on sait qui on est vraiment dans les difficultés, quoi. C'est comme les amis. On sait qui sont les vrais amis dans les difficultés. Et ben, on sait qui on est quand on se retrouve au pied du mur.
Et quand on apprend à donner un coup de talon pour remonter, on sait que c'est possible déjà d'une, et on sait comment faire pour les prochaines fois. Et c'est ça un petit peu l'essence de la résilience, j'ai envie de dire. Et mais c'est tout à fait vrai que c'est la dépression qui m'a, moi, chamboulé psychologiquement. Je veux dire, j'en perdais presque la tête. Ça a été vraiment très très difficile. Je ne pouvais plus faire confiance à mon cerveau. C'est quand même extraordinaire. Je pouvais plus faire confiance à mes interprétations de la réalité. Je pouvais plus me faire confiance. Il a fallu que je sois capable de me dire, attends. Là, ton cerveau, il te dit quelque chose, mais souviens-toi que t'es pas dans un état normal. Il va te falloir prendre du recul pour réinterpréter tout ce que dit ton cerveau. Si tu veux, c'est comme une réaction que tu peux avoir dans l'émotion. Je vais prendre un exemple qui m'est arrivé il y a pas longtemps. Sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui vont des haters, il y en a beaucoup. Et si les gens essayent de te faire du mal personnellement, ils essayent de toucher, ils essayent de te mettre à terre avec ce qu'ils disent, ils essayent vraiment de te faire du mal avec leurs mots. Et moi, la première réaction, je suis quelqu'un de très colérique, je suis très en colère et j'ai envie de leur rendre leur coup, comme à la boxe en fait. Sauf que bon, quand on répond sous le coup de la colère et de l'émotion, on répond toujours mal. On n'interprète pas bien les choses et on va forcément pas générer déjà d'une l'énergie qu'il faut. Et ensuite, on va pas réfléchir comme il faut non plus parce que sous le coup de l'émotion, on ne réfléchit pas bien. Pour la dépression et la période dans laquelle j'étais, c'était pareil. Il me fallait absolument objectiver, prendre du recul avant de réagir et me dire non, là je suis sur le coup de l'émotion, je peux pas réagir comme ça parce que je vais faire une bêtise. Et j'ai failli perdre mon couple plusieurs fois parce que justement mon cerveau interprétait les choses d'une façon complètement erronée. À l'époque, tu as effectivement déménagé en Espagne pour suivre ta compagne. Alors, j'ai pas déménagé à l'époque, mais c'est vrai que j'ai fait mes valises. Tu y étais. Ouais, tu as fait tes valises et tu y étais. Ouais, tu y as vécu pendant quelques temps. 3 mois, c'était 3 mois. Voilà. Et tu t'es retrouvé donc dans un environnement inconnu, pas familier, une langue que tu maîtrises. Je te fais pas ombrage. Je maîtrisais pas du tout. Non. Tu maîtrisais pas du tout. Je parlais pas espagnol du tout. Voilà. Toujours avec aussi ce comportement qui consistait, pour parler de manière très pragmatique, à ne pas porter de lunettes noires en 4x4 et à ne pas avoir de canne blanche, à te retrouver esselé la journée parce que ta compagne travaillait, allait à droite à gauche, etc. Et donc toi, tu te retrouvais dans un environnement un petit peu circonscrit, un peu limité. Du coup, tu pratiquais plus la boxe. Tu en parles d'ailleurs dans le livre à plusieurs reprises. Tu avais une routine, tu avais une discipline, et j'ai le sentiment que ce qui a, alors c'est pas la cause unique, les choses sont pas binaires. J'ai l'impression qu'un aspect assez fondamental de l'accélération ou de l'installation de la dépression face à ta condition, etc., ça a été l'inaction, une forme de passivité, ou en tout cas le fait d'avoir perdu ta routine, ta discipline, ton rythme. Est-ce que je me trompe? Alors, oui et non. Tu ne te trompes pas dans le sens où le fait d'avoir perdu ma routine et ma discipline, ça a accentué et accéléré le process de dépression. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est dépressif, quand on est dans une dépression, et moi j'étais dans une dépression profonde, on n'a plus la motivation, on n'a plus envie de rien faire. On n'a plus ni la force, ni l'envie, et puis on baisse les bras, on abandonne. Et ma routine me permettait justement de surnager et de pas tomber, si tu veux, en dessous de cette ligne dépressive dans laquelle je suis tombé après. Ce qui a été très important, c'est que quand je suis tombé en dessous de cette ligne et que je suis tombé dans la dépression, j'ai appris des choses. Et j'ai appris, parce que je l'avais fait instinctivement, d'installer toute cette routine de chant, cette routine de boxe et de musculation, parce que je fais ça aussi, cette routine d'écriture, cette routine de m'investir de façon passionnée dans ce que je fais, et je l'ai fait de façon pas vraiment consciente. Et moi, ça m'a permis de surnager pendant des années et de ne pas sombrer du tout dans la dépression. J'ai jamais été dépressif, ou peut-être par cycle je me sentais pas bien. Et puis quand vraiment j'ai été déraciné pendant ces 3 mois, que je suis parti dans un environnement dans lequel vraiment les gens étaient vraiment antipathiques, et c'était pas sympa. Je parlais pas
espagnol et les gens parlaient pas anglais. Il faisait super chaud, quoi. Il faisait 42 degrés. Il y avait pas de, j'étais dans un endroit clos où il y avait pas d'air conditionné. C'était vraiment terrible. Donc je dormais pas non plus. J'arrivais pas à dormir. Donc forcément, mon esprit ne se reposait pas. Et j'ai petit à petit abandonné tout ça pour me centrer sur mon couple, pour me centrer sur l'essentiel à ce moment-là, et pas sur moi en fait. J'ai abandonné tout ce qui me nourrissait et tout ce qui me permettait de surnager. Et je suis tombé en dépression. Et j'ai appris ensuite que les outils que j'avais déjà mis en place, et je les ai améliorés, me permettaient de pas tomber dans la dépression en fait. Tout ce que j'ai utilisé ensuite, ça m'a permis justement de ne plus jamais sombrer et d'être résilient de façon consciente. Mais c'est vrai que de les avoir abandonnés, ça a précipité la dépression. Et c'est pour ça que la dépression n'était pas juste une dépression de surface, c'était une dépression vraiment profonde. Alors, oui, c'est très intéressant ce que tu expliques là. J'en ai parlé très brièvement au début de mon livre. Moi, j'ai un auteur qui m'a beaucoup marqué, alors pour le coup, qui est pas un penseur antique, qui est un professeur de neurologie et de psychologie autrichien qui a vécu au XXe siècle, qui s'appelle Viktor Frankl, et qui a conçu la logothérapie, qui est en fait une alternative à la psychologie freudienne et adlérienne, et qui est une thérapie qui consiste à se focaliser sur le sens et la recherche de sens. Ça vient de logos. Ce monsieur a une particularité, c'est qu'il avait commencé ses travaux avant la Deuxième Guerre mondiale, et puis il a été déporté dans les camps de concentration. Il a perdu toute sa famille et il a survécu au camp. Donc il est un témoin. Il est non seulement un témoin, mais c'est surtout qu'il a une légitimité à parler d'adversité, de résilience, de sens et de recherche de sens. Et c'est étonnant parce que ça fait parfaitement le lien avec ce que tu viens de dire. Il écrit notamment dans un de ses livres, il dit par rapport à l'existence, quand on réfléchit à l'existence, au sens de la vie de l'être humain est toujours dirigée vers quelque chose ou quelqu'un d'autre que soi-même. En fait, il faut que la vie de l'être humain est toujours dirigée vers quelque chose ou quelqu'un d'autre que soi-même, qu'il s'agisse d'un but à atteindre ou d'un être humain à connaître et à aimer. Plus on s'oublie soi-même en se consacrant à une cause ou à une personne que l'on aime, plus on est humain et plus on se réalise. Et sauf si je me trompe dans mon interprétation, c'est exactement ce que tu dis là, c'est-à-dire l'action, en tout cas, c'est ma philosophie, c'est ma conviction. C'est pour ça d'ailleurs que ma grande phrase, c'est réfléchir pour agir. On peut vaincre des dépressions, on peut vaincre des craintes, des angoisses, des remises en cause, et puis surtout donner un sens à sa vie lorsqu'on agit. Peu importe l'action d'ailleurs, qu'elle soit tournée vers les autres, qu'elle soit tournée vers la nature, etc. Mais et finalement, ton parcours et ton expérience personnelle, pour moi, en sont une preuve éclatante. Je suis complètement d'accord. Et pour compléter ce que tu es en train de dire, ce que tu viens de dire, c'est extrêmement important en fait de se décentrer, de ne plus se centrer justement, c'est ce que tu disais, de ne plus se centrer sur soi-même, de se centrer sur des objectifs, une personne ou une activité. Et c'est exactement ce que j'ai fait de façon instinctive et ce que je remarque pour l'avoir vécu et pour discuter avec beaucoup de personnes dépressives. Les personnes dépressives sont extrêmement autocentrées. Elles ont beaucoup de mal à sortir de ce carcan, de ces limites du moi et d'aller voir le futur, de penser à d'autres personnes, à d'autres causes que la leur, alors que à d'autres difficultés que les leurs, et c'est pour ça aussi qu'elles ne s'accomplissent plus, parce que elles sont centrées sur leur douleur, elles sont centrées sur leur colère, elles se nourrissent de leur colère, sur leur tristesse, et elles vont pas au-delà. Et c'est vrai que de faire un pas de côté, de se décentrer pour voir qu'il y a d'autres choses à voir, pour découvrir d'autres choses, et pour finalement nourrir son moi à travers des expériences, c'est commencer à faire un pas en dehors de la dépression.
se refermer sur soi, se nourrir de toutes ces émotions négatives, c'est nourrir la dépression, malheureusement. Alors, entre guillemets, je suis taquin, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi parce que je peux t'annoncer aujourd'hui, hein, tu vas être très content. Tu as réussi ta vie. Tu as trouvé le sens de ta vie. Oui, oui. Selon Viktor Frankl. Je t'explique. Vas-y, dis-moi, mais je suis complètement d'accord. Dans le prolongement de ce que je viens de citer, lui, l'articulation de sa logothérapie, donc, de cette thérapie par la quête de sens, c'est un triptyque que j'aime beaucoup rappeler. Il dit, selon la logothérapie, on peut découvrir le sens de la vie de 3 façons différentes. 1, à travers une œuvre ou une bonne action, c'est le fait de donner au monde. En faisant l'expérience de quelque chose ou de quelqu'un. Et 3, par son attitude envers une souffrance inévitable. Attitude? Qu'est-ce que ça signifie? Son attitude envers une souffrance inévitable. D'accord. C'est justement le fait de faire face à l'adversité, de faire face au monde. D'accord. Et j'ai les 3. Exactement, c'est ce que j'allais dire. T'as coché les 3 cases et de manière remarquable. Et bien évidemment, on va pas arrêter là, mais je pourrais presque arrêter notre entretien là parce que le but, je pense que maintenant ceux qui nous écoutent l'ont compris, mais le but que je poursuis avec ce podcast, avec Fortitude, c'est d'essayer d'insuffler à tout le monde, aux gens qui nous écoutent, quelle que soit l'adversité à laquelle ils sont confrontés, quelles que soient leurs épreuves, quel que soit leur challenge, leur douleur, par l'exemple de la vie de ceux que je reçois, qui me font le plaisir et l'honneur de venir échanger avec moi, que en fait c'est jamais perdu, quoi, et que c'est même plus que ça, c'est que le fait de combattre l'adversité, d'y faire face, ça peut épanouir, ça peut faire avancer et ça peut donner un sens à sa vie. Tout à fait. Tout à fait. Donc là, je t'ai distribué les bons points, donc ça c'est chouette. Alors, maintenant, il y a un autre aspect sur lequel je voulais revenir parce que là, on a parlé de la dépression, on a parlé de tes challenges, on a parlé de la douleur, etc. Mais il y a bien évidemment un aspect qui est extrêmement important dans ton récit. Tu n'étais pas seul dans ta tête. Dans ma tête. Je me moque pas, hein. C'est comme oui. Quand il y a des gens qui sont un peu bizarres, on dit oula, lui il est pas tout seul dans sa tête. Ouais. Tu n'étais pas seul parce que en fait moi j'ai noté que tu avais 2 êtres qui t'accompagnaient ou qui t'accompagnent encore d'ailleurs tout le temps et que tu décris. Il y avait d'une part ce que tu appelles le passager sombre, qui était en fait la manifestation concrète, physiologique, de la perte de ta vue sous la forme du nombre et la noirceur le trouble qui progressivement a envahi ta vision et que tu décris d'ailleurs. Je trouve que cette phrase est absolument magnifique. Tu dis: il est ce linceul d'encre recouvrant toute chose et éteignant chaque étincelle sans jamais faillir, ne laissant que cendre. Et puis tu avais un autre, je sais pas comment le qualifier, mais un autre être, une autre présence que tu appelles Irae. C'est ça? Et là aussi, je vais te citer pour surtout pas trahir ta pensée. Donc Irae, qui est en fait moi je vais te lire, c'est plus simple. Tapis au fond de mon cœur, peur, colère et révolte sont les caractéristiques d'Irae, ce fauve indomptable. Un loup noir, solitaire, efflanqué et féroce, que je tente de garder sous contrôle. Il incarne une instabilité émotionnelle provoquée par la cécité qui avance à pas feutrés. Il sommeille en moi et s'éveille parfois, poussé par la nuit qui se profile et s'imprime chaque jour un peu plus en contrefond. Crainte de la maladie, de la dégénérescence et du temps qui file, je le réprime tous les jours car il tente de faire surface pour me consumer de l'intérieur. Cette phrase est d'ailleurs absolument magnifique. Et est-ce que tu peux, parce que
est-ce que tu peux, alors c'est compliqué d'expliquer en quelques mots comme ça ce que tu racontes et tu décris dans ton livre dans de nombreux passages, mais j'ai trouvé ça très marquant, très puissant et très angoissant aussi, la description de ces présences qui t'accompagnent en fait tous les jours et contre lesquelles tu luttes. D'un côté, cette présence noire et obscure qui est la cécité qui t'envahit, et de l'autre, la rage, parce que ce loup, ce fauve, Irae, c'est ta rage contre l'injustice, contre la maladie, contre les incapacités qu'elle provoque, et que tu dois contenir parce que va savoir où cette rage peut te mener. De façon un petit peu formelle, j'avais besoin d'exprimer. Alors tout le monde ne le ressent pas de la même façon, tout le monde ne le vit pas de la même façon. J'ai retranscrit ce que je ressens moi. Par contre, la colère, pour les personnes qui perdent un sens, un membre et dont la vie est parfois foutue en l'air par la maladie, la colère c'est quelque chose d'assez commun. Mais je voulais faire vivre cette histoire justement en faisant comprendre un petit peu tout ce qui est dégénérescence, perte de sens. Et je l'ai lié à la perte de la vie aussi, parce que finalement, ce passage est sombre, c'est la maladie, mais c'est aussi la mort. Parce que la maladie, c'est la mort des cellules, ou c'est la mort des gens, et ce personnage, c'est la représentation pour moi de la mort et de la maladie. Pour moi, tout ça, c'est un tout, et ça va ensemble. Et je l'ai exprimé comme un personnage récurrent dans mon livre parce que j'avais envie de faire ressentir aux personnes qui lisent et qui ne connaissent pas la maladie cette angoisse de perdre la vie qui est là tous les jours. Il n'y a pas un jour où la maladie n'est pas là, où la maladie ne m'accompagne pas ou n'accompagne pas les personnes qui vivent des choses à peu près similaires. C'est extrêmement angoissant de savoir que en coulisses, ce personnage fait tout ce qu'il faut pour te faire perdre, vous faire perdre la vie, la vue, un membre, un sens. Et d'en être conscient, ça torture. Vraiment, psychologiquement, c'est une torture. Ensuite, le second personnage, c'est Irae. Alors, Irae, en latin, ça veut dire colère et ça veut dire rage. Je l'ai représenté comme cela. L'idée m'est venue de mes lectures. Je suis un grand fan de comment il s'appelle, de George R.R. Martin, qui a écrit Game of Thrones, et je suis un grand fan des séries, mais vraiment parce que j'ai commencé à lire et à regarder les séries au moment où je sortais de ma dépression. Et du coup, cette série, au-delà de ce que ça m'a apporté au niveau de la lecture, au niveau de ce qui ça pouvait m'apporter au niveau de lecture, c'est très symbolique pour moi. Au niveau musical, au niveau des images, de ce que je peux percevoir des images, de ce que ça raconte. C'est extrêmement important et symbolique pour moi et je le vis encore tous les jours, je m'en nourris encore tous les jours. Et il y a un personnage dedans qui est très en colère, c'est un petit enfant, c'est le dernier de la famille Stark et qui a un loup noir qu'il appelle Broussaille et un loup qui s'imprègne de la colère de cet enfant et ce loup est indomptable parce qu'il est plein de colère. Et je me suis retrouvé dans cet enfant, dans cette colère qu'il ressent, et j'ai voulu personnifier cette colère pour lui donner de la matière, pour que les gens comprennent à quel point cette colère est forte. C'est vraiment quelque chose que j'ai eu du mal à contenir toute ma vie, j'ai pas fait je suis pas une personne qui a fait des bêtises dans ma vie, mais si tu veux, ça a été une colère vraiment destructrice, et elle m'a souvent amené à elle s'est exprimée parfois au-delà de ce que j'aurais voulu qu'elle s'exprime, souvent dans les mots, et à blesser des gens sans le vouloir, ou heureusement, j'ai jamais eu de réaction physique, ça m'est jamais arrivé de faire quoi que ce soit, mais pour l'éviter, j'ai tout mis dans la boxe en fait, et la boxe c'était un environnement clos où l'expression d'une certaine violence est autorisée. Mais j'ai tenu absolument à ce que les gens comprennent à quel point cette colère avait une matière, et j'ai voulu le faire comprendre à travers ce personnage
qui est un animal et qui représente tellement bien ce que je peux ressentir. Et puis, je suis passionné par les loups aussi. J'adore cet animal. C'est vraiment mon animal totem. Je le trouve tellement magnifique par différents aspects que je trouvais ça vraiment bien adapté d'incarner cette colère, tous ces sentiments négatifs par ce personnage que j'essaye de contrôler et qui parfois m'échappe. Alors, comme tu le sais, je suis friand d'antiquité et de mythologie. Ouais. Et j'ai été frappé parce que, pour moi, cette maladie et ton histoire, c'est le mythe de la boîte de Pandore. Le mythe de la boîte de Pandore, tel qu'on le raconte communément, c'est quoi? C'est que on est à l'âge d'or de l'homme. Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de guerre, il n'y a rien de tout ça. Et puis, Pandore est créée, la première femme est fabriquée. C'est une femme absolument sublime. Et donc, je raccourcis, bien évidemment, il y a cette jarre qui existe et qui renferme tous les maux, MAUX, qui sont susceptibles de toucher l'humanité, mais ils sont enfermés. Donc, la misère, la famine, la violence, la guerre, etc. Et puis, Pandore ouvre, comme tout le monde le sait, la fameuse jarre, et les maux s'échappent. Et elle referme la jarre, dernier moment, et il y a un mal qui ne s'en réchappe pas. Et quand tu lis aujourd'hui une description du mythe de la boîte de Pandore que tu peux trouver dans n'importe quel livre ou quoi que ce soit, j'ai été stupéfait de constater que, encore aujourd'hui, on te dit que ce qui reste enfermé dans la jarre, c'est l'espérance. Et moi, à l'époque, quand j'ai fait des recherches, notamment pour mon premier livre, sur les mots et les expressions héritées de l'Antiquité, je me dis, c'est bizarre, on nous explique que la jarre ne renferme que des mots. Qu'est-ce que vient faire l'espérance dedans? C'est pas un mal, l'espérance, au contraire. Et en fait, j'ai découvert, à travers mes recherches, que c'est une mauvaise interprétation, une mauvaise traduction du mythe antique, et que le mot qui, à l'origine, était utilisé n'avait pas du tout cette signification-là. Ce mot vise l'attente du malheur dont on sait qu'il va venir. D'accord. Et c'est donc bien un mal, puisque ça reviendrait, s'il s'était échappé et qu'on accepte la légende et le mythe, par exemple, à ce qu'on connaisse le jour de notre mort, par exemple. Qu'on sache exactement quand est-ce que tel ou tel malheur va nous arriver. Et donc, forcément, quand j'ai découvert ton histoire et j'ai appris à connaître ta maladie, je me suis dit que c'était exactement ça. C'est ce à quoi tu es confronté. C'est-à-dire le fait de savoir qu'un jour, depuis que tu es tout petit, tu sais qu'un jour, tu seras aveugle. Tu sais qu'un jour, tu vas être frappé par ce malheur. Et quand j'ai compris tout ça, je me suis arrêté sur place. Vraiment, je me suis arrêté et je me suis dit, je pense que c'est une des personnes les plus fortes, courageuses et braves que j'ai eu à côtoyer. Parce que je pense personnellement qu'effectivement, être capable d'affronter, de continuer à avancer chaque jour en sachant, en connaissant cette finalité si douloureuse et si pénible, ça demande une force et un courage extraordinaires. Merci. Et c'est absolument admirable et c'est très inspirant. Merci. Et d'ailleurs, tu le dis, je trouve, à ta façon dans le livre, il y a un passage où tu dis, d'ailleurs tu parles de résilience, là réside un principe de survie essentiel, celui de résilience. À l'origine, ce terme désigne l'aptitude d'un corps, d'une matière, à résister à un choc. Appliqué à l'humain, il signifie la capacité à endurer une épreuve, puis de s'en sortir grâce à des moyens de défense qu'il met en place en fonction de son tempérament propre. Et tu ajoutes, pour ma part, comme vous ne pouvez manquer de le savoir, je dois assumer le fait de devenir aveugle, mais surtout d'en être conscient. J'ai dû apprendre à vivre avec cette maladie, son évolution incessante, son ombre et cette peur irrépressible matinée de colère, sentiment que je qualifie d'animal, de bestial. Donc c'est exactement ça, c'est que tu dois vivre avec cette conscience de cette finalité terrible. C'est amusant parce que je l'ai vécu toute ma vie, je l'ai écrit, et le parallèle que tu fais avec la boîte de Pandore me rend les choses beaucoup plus claires avec cette image-là, mais
je suis tout à fait conscient que c'est pas le fait de perdre la vue qui psychologiquement nous met à terre, c'est le fait tout à fait d'en être conscient, de savoir à l'avenir ce qui va se passer. Et je comprends tout à fait maintenant que ce mot qui est resté dans cette jarre, que ce mal qui est resté dans cette jarre soit qualifié justement de mal, parce qu'effectivement, quand on connaît la finalité, quand on sait le jour où ça va arriver, ou que on se dit que ça va arriver dans le futur, et ben on vit plus le présent, et donc on profite plus du présent, et c'est impossible de vivre heureux en fait. Et il est nécessaire de faire fi de cette connaissance-là, pas d'être dans le déni, parce que le déni n'aide pas non plus, de savoir, mais de savoir et de garder en tête, mais de malgré tout continuer à faire sa vie. Et certes, c'est pas si simple que ça, mais c'est effectivement le chemin à prendre, je le pense. Et c'est pas un chemin toujours facile à trouver. Je m'en rends compte avec toutes les conversations que j'ai avec des personnes qui deviennent aveugles, ou qui sont devenues aveugles, ou qui perdent un sens ou un membre. Ou c'est pas évident. Mais j'aime beaucoup ce parallèle que tu as fait, et ça enrichit ma propre connaissance, la connaissance de mon propre vécu. Donc merci, et puis merci pour ce que tu as dit aussi juste avant. Merci beaucoup. Je t'en prie, je le pense sincèrement. Alors, on a parlé de plein de choses extrêmement importantes, extrêmement profondes, mais on n'a pas parlé de l'essentiel. Tu vas dire, ah bon? On n'a pas parlé de l'amour. Moi, ce que j'ai noté et compris de ce que j'ai lu, là encore, je le soumets bien évidemment à ton contrôle. Tu as eu la chance de rencontrer l'amour, de le vivre encore aujourd'hui, et que bien évidemment, ça a eu une part considérable dans ta transformation, oui, dans ton évolution, et dans le fait que aujourd'hui, tu es arrivé à un degré d'acceptation de qui tu es, qui fait que voilà, tu l'as intégré, et l'impact de l'amour, de cette générosité, de ce partage, de cette énergie vitale qui provient d'une relation entre deux personnes a été absolument essentiel. Tout à fait. Pour compléter, pour commenter, tu as tout à fait raison. Pour revenir un petit peu en arrière par rapport à mon entourage, l'amour inconditionnel de ma famille, déjà, ça a été un socle extrêmement important. C'est une première chose qu'il faut que je note, et que je le dis très souvent, d'avoir un socle familial ou amical, si ça peut être amical, solide. C'est extrêmement important pour pouvoir après ensuite aller de l'avant. Ensuite, j'ai vraiment longtemps été en quête d'amour. Il y a des gens qui interprètent mon livre en se disant ouais, il nous expose ses conquêtes. C'est pas ça du tout. Ils ont pas compris ce que j'essayais de dire. Premièrement, j'étais en quête d'amour, et deuxièmement, j'essaie de faire comprendre à quel point l'évolution de la maladie a pu avoir un impact dans mes relations, et ça a parfois précipité l'échec, ou parfois ça a eu des conséquences sur comment j'ai connu telle ou telle personne. Et en fait, la maladie a impacté toutes mes relations sociales, et notamment mes relations amoureuses, ou mes relations à la gente féminine. Ensuite, lorsque j'ai rencontré l'amour et le vrai que je vis encore aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé, et c'est vrai que ce couple me permet de me ressourcer d'une façon tellement intense et tellement profonde, que pour moi, j'avais conscience dès l'adolescence que c'était essentiel pour moi de trouver l'amour. Il y en a qui n'ont pas forcément besoin de vivre ça pour se nourrir, pour se sentir bien dans leur basket, se sentir. C'est pas que j'en dépende, c'est que ça m'a apporté tellement de richesse, tellement de bonheur. Ça m'a appris tellement sur moi-même, ça m'a appris tellement sur les autres. Ça m'a appris aussi, puisque la femme que j'aime est argentine d'origine, ça m'a appris sur les autres cultures. Ça m'a appris sur ce qu'elle savait elle, et qu'elle m'a enseigné sur comment aller au bout d'un projet, qu'il soit personnel ou professionnel. En fait, j'y ai ajouté ses connaissances à elle, ce qu'elle m'a transmis, et ce que je savais moi de la vie, ce que j'ai appris des gens autour de moi, et ça m'a énormément enrichi. Et vraiment, cet amour que j'ai vécu et que je vis encore aujourd'hui, ça a été vraiment essentiel dans ma vie. Et si tout le monde pouvait vivre ce que j'ai vécu,
de façon aussi pure, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de personnes heureuses sur cette terre, vraiment quoi. Ça m'amène pas à conclure, parce que j'aime pas conclure en soi. Il faut jamais conclure une conversation. Il faut s'inviter à une prochaine conversation. Moi, ce que j'ai retenu, au-delà de la résilience, de la fortitude, au-delà de l'importance de la discipline, l'importance de l'action. On n'a pas parlé, c'est vrai, malheureusement, on peut pas parler de tout, mais on n'a pas parlé de la prise de risque. Moi, je suis très admiratif de ta capacité à prendre des risques. Tu donnes des illustrations à plusieurs reprises dans ton livre, qui, moi, je suis désolé de te dire, parfois m'ont fait sourire, mais c'était un sourire bienveillant et admiratif. Mais que ce soit la soutenance de ton mémoire en master, alors que tu savais que tu allais te faire crucifier et que tu rentrais dans un environnement plus qu'hostile, t'as pas tourné les talons, t'y es allé. Que ce soit quand t'es allé faire passer des multitudes d'entretiens en Espagne pour essayer de décrocher un job, alors que tu pouvais à peine aligner 4 mots d'espagnol, en plus de ton handicap, que tu t'es fait mettre dehors littéralement par les gens qui te recevaient. Ce qui est absolument remarquable, c'est que je ne t'ai jamais vu, en tout cas dans l'histoire telle que tu la racontes, je t'ai jamais vu tourner les talons et refuser de prendre des risques. Et c'est vrai que ça, on l'a pas abordé, et on sait à quel point, enfin ceux qui nous écoutent le savent, puisque j'ai eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises, à quel point c'est essentiel. Et aujourd'hui, on vit peut-être dans une société qui a tendance à vouloir supprimer le risque, ce qui, je trouve, est assez regrettable. Mais bref, voilà, on a parlé de toutes ces choses-là. Et ce que finalement je retiens, c'est d'ailleurs une phrase de Cicéron que j'ai déjà eu l'occasion de citer, qui a dit la chose suivante, notamment face à la mort de sa propre fille: le malheur que l'on croit insurmontable n'est jamais de taille à ruiner toute possibilité de bonheur. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que tu m'autorises à dire, Sébastien, avec ce que tu as vécu et ce que tu vis aujourd'hui, l'amour de ta compagne, tous tes projets, que effectivement cette phrase-là est vraie, et que en dépit des épreuves, de l'adversité, de la maladie, des souffrances, on peut jamais écarter une possibilité de bonheur. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et évidemment, je compare pas la perte de la vue à la perte d'un être cher, et je pense que toi non plus, mais on a compris l'image. Il y a toujours un espoir quelque part, et parfois la douleur, malheureusement, rend le bonheur et rend la vie plus appréciable, parce qu'on sait ce qu'on perd et on sait ce qu'on gagne, et on sait mieux apprécier ce que la vie nous offre. Alors pour terminer, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton actualité? Donc bien évidemment ton livre Une cécité à pas de loup. Quelles sont tes autres actus? Alors c'est vrai que je voulais en parler, j'ai oublié d'en parler, et tu le feras mieux que moi, de ton association. Mon association SJKB, Sébastien Joachim Kix Blindness, c'est une association qui a pour but d'aider les personnes déficientes visuelles, de soutenir la recherche, de soutenir l'innovation en matière de handicap visuel, ce qui permet de pallier le handicap. Donc, on soutient ces pans-là, et notamment, on a un projet qui s'appelle l'éco-braille. C'est une échographie en 3D qui permet aux futurs parents déficients visuels de voir en touchant l'impression 3D du fœtus, donc avant que l'enfant naisse, et ça permet aux personnes déficientes visuelles, aux futurs parents, d'avoir un accès à l'échographie, alors que ça n'était pas le cas avant. L'échographie existe bien sûr, 3D existe depuis longtemps, mais cette innovation-là permet aux personnes déficientes visuelles de pouvoir avoir accès à l'échographie sans payer les 200 € que certains charlatans, j'avais envie de dire, font payer aux futurs parents déficients visuels. Voilà, ça c'était important. Ensuite, on soutient les personnes déficientes visuelles aussi en leur proposant du contenu, en leur parlant des progrès de la recherche par rapport à la cécité, par rapport à leur maladie. On soutient aussi des projets sportifs, artistiques, et puis on fait de la sensibilisation. On permet aux personnes qui n'ont aucune idée de ce qu'est le handicap de pouvoir rencontrer des personnes déficientes visuelles, lire ce que peuvent écrire et ressentir des personnes déficientes visuelles, et puis voir aussi à quoi peuvent ressembler ces personnes qui sont déficientes visuelles et qui malgré tout sont résilientes
et parviennent à s'accomplir d'une façon ou d'une autre, à travers notamment une exposition qui a commencé en 2017 et qui là a été en stand-by parce qu'elle a commencé en 2019, la seconde, et que avec le Covid, ça a été ralenti, et puis le photographe a eu des soucis de famille. Mais je lâche pas, hein, parce qu'il y a des personnes qui se sont engagées, qui ont été prises en photo. Voilà, j'ai envie que cette exposition soit mise en place. Cette exposition à laquelle participent notamment les acteurs qui font les doubleurs du manga Dragon Ball et Dragon Ball Z. C'est une équipe de 12 acteurs qui ont notamment interprété les textes des personnes qui ont été prises en photo et qui vont nous accompagner lorsque nous ferons cette exposition. Donc ça fait partie des actualités de l'association. En ce qui concerne mon actualité propre, je suis en train d'écrire un second livre. Donc je vais pas dévoiler pour l'instant la trame ni ce qui me nourrit et ce qui m'inspire, mais je suis sur un second livre. Ensuite, je fais des conférences, je m'entretiens aussi avec des journalistes. D'ailleurs, c'est l'appel que j'attends là. Il y a un journaliste qui doit me rappeler. Donc je fais ça aussi, je témoigne pour que ça permette déjà aux personnes qui vivent ce que je vis, comme à travers mon livre, qu'ils puissent se reconnaître en moi ou pas, et que ça leur permette de de voir des témoignages. Je le sais pour le vivre, quand je lis des témoignages, ça me fait du bien. Ça me fait du bien, ça me fait prendre du recul par rapport à ce que je vis, et ça me donne des idées pour accomplir ma propre vie. Donc voilà à quoi servent les témoignages pour les personnes qui les écoutent. Moi, ça m'aide aussi, de façon personnelle, à faire des témoignages. Je trouve un sens et une utilité à faire ça pour les autres et pour moi-même. Et c'est ce que je fais aussi à travers les conférences. Et puis enfin, j'aide aussi d'une autre façon en proposant des accompagnements personnalisés à des personnes déficientes visuelles pour leur permettre d'être heureuses avec leur handicap, pour leur permettre de s'accomplir comme j'ai pu le faire moi aussi, et de vivre en osmose avec leur handicap à travers donc un accompagnement personnel, un coaching. Voilà tout ce que je fais en ce moment, ce qui fait partie de mon actualité. Il y a aussi un film documentaire qui est dans les tiroirs et qui est en train d'être enregistré en ce moment. Je rencontre le réalisateur régulièrement et il me filme sur mes actions et sur ce que je fais de façon quotidienne, pour montrer aussi ce que c'est que de vivre le handicap visuel et comment malgré l'adversité, on peut s'accomplir malgré tout, quoi. C'est le message vraiment à travers tous les articles que je peux écrire sur les réseaux sociaux, c'est vraiment le message principal. Quelques points communs, et en tout cas celui-là effectivement de vouloir partager des témoignages et si possible de communiquer cette force, cette énergie, cette résilience le plus possible pour voilà, moi j'ai toujours considéré que si je peux transmettre même à une seule personne l'énergie qui lui manque pour dépasser tel ou tel obstacle ou telle épreuve, je serais extrêmement heureux. C'est ce que je me dis aussi. Voilà. Écoute, je trouve une bonne façon de conclure notre échange. Ouais. Merci infiniment. Merci à toi, Nicolas. D'y avoir contribué et d'avoir pris le temps. Et puis je te dis à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup, Nicolas, et au revoir tout le monde. Merci beaucoup.